Il y a quelques éléments de révision sur la réalisation d'un diagramme de Fresnel sur un circuit assez simple. Donc on va considérer le circuit suivant qui est simplement un circuit parallèle avec une résistance et l'association d'une inductance et d'une résistance, ou si on préfère une bobine réelle. Et l'ensemble est alimenté par un générateur sinusoïdal de U. Le plus simple lorsque vous avez un circuit qui est en parallèle, c'est souvent de prendre la référence de phase sur la tension. Il n'y a rien d'obligatoire à cela, mais vu qu'en parallèle la tension apparaît plusieurs fois, autant avoir la grandeur la plus simple qui apparaît plusieurs fois. Donc ici, bon, assez classiquement, on va retenir donc une tension U de t en cosinus oméga t, donc référence de phase, et donc cela signifie que l'argument de U bar est égal à 0. Et donc la grandeur efficace complexe de la tension est égale à la grandeur efficace réelle de la tension. Tout ça bien sûr modulo de pi pour l'argument. Ensuite pour l'intensité I1. Donc pour l'intensité I1, eh bien, on voit que le courant I1 traverse la résistance. Donc on sait que dans ce cas-là, la tension et le courant sont en phase. Dit autrement, l'impédance est réelle. Donc l'argument de I1 bar, c'est l'argument de U bar moins l'argument de R1 qui fait 0 pour un réel positif. Et donc j'en déduis que vu que l'argument de I1 bar, c'est l'argument de U bar et ça fait 0, je peux à nouveau dire que la grandeur efficace complexe de I1 bar, c'est simplement sa grandeur efficace. J'arrive à la situation un peu plus délicate, qui est celle de I2. I2 traverse une bobine réelle. Or, on sait qu'une bobine tente à s'opposer à la mise en place du courant. Si vous avez une bobine idéale, vous aurez un déphasage de pi sur 2, un écart de pi sur 2 en valeur absolue. Mais ici, c'est une bobine réelle. Et donc, vu que la tension, on a pris une référence de phase nulle sur la tension, I2 est en retard de phase sur U, donc on peut écrire I2 bar égale I2, le module, exponentielle J de cette phase, et cette phase ou cet argument doit être entre 0 et moins pi sur 2, un modulo près bien sûr. Et on peut simplement, pour dire ça, on peut simplement dire que comme on le sait par exemple pour la mise en place du courant dans un circuit RL, la bobine, par les effets d'induction justement, tente à s'opposer à la mise en place du courant. Donc le courant sera en retard sur la tension et donc ce résultat. On peut aussi retrouver ce résultat par le calcul de façon algébrique, sans passer par cette explication physique réellement. On dit simplement que I2 bar, c'est U bar sur l'impédance, qui vaut ici R2 plus JL oméga. L'argument du rapport, c'est la différence des arguments. Donc argument de I2 bar, c'est ce que j'ai appelé phi2, l'inconnu. Argument de U bar, on a dit que ça faisait 0. Et enfin, moins l'argument de l'impédance. Et si on a un doute sur l'argument de l'impédance, il suffit de tracer un diagramme de Fresnel élémentaire qui représente l'impédance Z2. Et on voit immédiatement que l'argument θ et l'angle θ est entre 0 et pi sur 2, ce qui fait bien que phi sur 2, qui vaut moins θ, est entre moins pi sur 2 et 0. Mais l'explication simple comme ceci, hein, voilà. Simplement faire attention que la bobine est l'argument du courant qui traverse la bobine est en retard par rapport à la tension, mais si la tension n'avait pas une phase nulle, on pourrait très bien avoir une phase positive. Il y a moins pi sur 2, mais ensuite, il y a un décalage entre 0 et moins pi sur 2 dans le cas général, mais c'est un décalage. Donc là, on partait de 0 et on retranche. Mais si vous partez de 3 pi sur 4 et que vous retranchez une valeur intermédiaire entre 0 et moins pi sur 2, vous pourriez avoir une valeur positive, bien sûr. Et dans ce cas-là, c'est bien ce résultat-là. Donc maintenant, on a trouvé les caractéristiques des différents courants. Et maintenant, ce qu'il reste à faire, connu, il reste bien sûr, on a un circuit en parallèle, donc vous appliquez la loi des nœuds là où il y a un nœud. Et le nœud, c'est ici. Et bien sûr, le point très important, c'est qu'il faut appliquer la loi des nœuds sur les grandeurs complexes, soit sur les amplitudes complexes, soit sur les grandeurs efficaces complexes, mais en tout cas sur les grandeurs complexes. Surtout ne pas écrire le résultat sur les amplitudes, ce qui serait faux à cause des déphasages. Et donc I bar, a priori, est aussi une grandeur complexe, donc vous l'écrivez un module et une phase. Pour l'instant, ce module et cette phase sont inconnus, et c'est justement ce que l'on cherche. Et donc, on va traduire cette égalité algébrique sur des nombres complexes, on la traduit sur un diagramme, en associant un vecteur à chacun des nombres complexes. Donc, on commence par I1 bar. Comme on l'a vu, I1 bar, on le prend égal à I1. Donc, c'est un réel positif, donc avec une flèche horizontale vers la droite. Ensuite, I2 bar, comme on l'a vu, c'est une certaine amplitude EJ phi 2 avec un phi 2 qui est entre 0 et moins pi sur 2. Donc j'aurais pu bien sûr indiquer que j'ai tout orienté comme ceci, mais de façon assez évidente dans le plan trigo. Donc on a un vecteur, donc I2, vous le faites I2 bar, vous le faites n'importe comment,
entre une valeur intermédiaire, entre 0 et pi sur 2, comme vous le souhaitez, peu importe. Et la traduction de cette égalité algébrique se traduit par la relation de Chasles, qui dit que le vecteur associé à I bar résultant est la somme des vecteurs I1 bar et I2 bar. Voilà, pour la construction de Fresnel. Maintenant, on peut en déduire, supposant que les grandeurs sur I1 et I2 soient connues par d'autres expériences, par exemple, on connaît des tensions, des courants dans le circuit, eh bien, en appliquant le théorème de Pythagore dans le triangle qui est ici, que je représente ici, d'accord, eh bien, I1 bar en module représente l'hypoténuse, et vous avez le côté adjacent qui vaut I1 plus la projection de I2 sur l'axe horizontal, c'est-à-dire I2 cos phi2, donc ce côté ici vaut I1 plus I2 cos phi2, et le côté opposé vaut le I2 sinus phi2, et on prend A carré plus B carré, et on prend la racine de ça pour trouver l'hypoténuse. Ensuite, pour trouver phi, pour trouver la ligne trigonométrique, on peut par exemple utiliser le cosinus, et le cosinus, ce sera le côté adjacent, c'est-à-dire I1 plus I2 cos phi2 sur l'hypoténuse qu'on aura trouvé grâce à la relation d'avant, et qui vaudra I qui est voilà, ici. Alors simplement, attention, quand vous avez trouvé le cosinus, on rappelle que le cosinus vous donne la réponse bien sûr au signe près, modulo de pi, et donc bien sûr, vu le tracé ici, il paraît évident que phi doit être négatif également, parce qu'il y a quand même un effet inductif, qui est atténué par la présence de la résistance en parallèle, et vous conservez un effet inductif, et donc au final, vous avez bien le résultat qui est ici, donc vous trouverez phi, mais quand vous prendrez l'arc cosinus, il faudra bien penser à prendre moins l'arc cosinus. Donc voilà, en gros l'idée générale, c'est on prend chacune des grandeurs du circuit, on essaie de prendre une référence et d'en déduire certaines informations pour les autres, et ensuite on applique soit une loi des nœuds si on est en parallèle, soit une loi des mailles si on est en série, et on trace le diagramme de Fresnel associé, et en général, ensuite en lisant dans les triangles, on arrive à s'en sortir par des lignes trigonométriques ou le théorème de Pythagore essentiellement. Voilà, je vous remercie.